Bonjour les 4e 2, j'espère que vous allez bien et que vous êtes confinés confortablement en cocooning chez vous. Cette vidéo date du 12e jour de confinement et je suis sûr que nous autres professeurs commençons à vous manquer. Et si ce n'est pas nous, c'est le monde extérieur, puisqu'apparemment il fait super beau et ensoleillé et ça nous énerve tous. On repart aujourd'hui du côté de notre ami de toujours, Maupassant. Oui, je sais, encore une fois lui, mais cette fois j'ai trouvé une super nouvelle, une nouvelle qui s'appelle Un fou? Point d'interrogation. Et c'est un texte de 1884 et qui lit, encore une fois, magnétisme et fantastique. Pour ceux qui dormaient au fond de la salle pour la dernière fois que l'on a parlé du magnétisme, je vous rappelle qu'il s'agit en fait de tout ce qui est en rapport avec l'hypnose. Donc aujourd'hui, on va découvrir l'histoire d'une personne nommée Jacques Parent qui a succombé à sa folie dans une maison de santé, donc à l'asile de fous tout simplement. Il est mort de sa folie. Mais de quoi souffrait cette personne? On va le découvrir ensemble avec le narrateur et je vous invite à prendre le texte qui normalement était sur Pronote et à me suivre pour la lecture qui, je l'espère, ne sera jamais et aucunement balbutiante. C'est parti. Quand on me dit, vous savez que Jacques Parent est mort fou dans une maison de santé, un frisson douloureux, un frisson de peur et d'angoisse me court le long des os et je le revis brusquement, ce grand garçon étrange, fou depuis longtemps peut-être, maniaque, inquiétant, effrayant même. C'était un homme de 40 ans, haut, maigre, un peu voûté, avec des yeux d'halluciné, des yeux noirs, si noirs qu'on ne distinguait pas la pupille, des yeux mobiles, rôdeurs, malades, hantés. Quel être singulier, troublant qui apportait, qui jetait un malaise autour de lui, un malaise vague de l'âme, du corps, un de ces énervements incompréhensibles qui font croire à des influences surnaturelles. Il avait un tic gênant, la manie de cacher ses mains. Presque jamais il ne les laissait errer comme nous faisons tous sur les objets, sur les tables. Jamais il ne maniait les choses traînantes avec ce geste familier qu'ont presque tous les hommes. Jamais il ne les laissait nus. Ses longues mains osseuses, fines, un peu fébriles. Il les enfonçait dans ses poches, sous les revers de ses aisselles, en croisant les bras. On eût dit qu'il avait peur qu'elles ne fissent, malgré lui, quelque besogne défendue, qu'elles n'accomplissent quelque action honteuse ou ridicule s'il les laissait libres et maîtresses de leurs mouvements. Quand il était obligé de s'en servir, pour tous les usages ordinaires de la vie, il le faisait par saccades brusques, par élan rapide du bras, comme s'il n'eût pas voulu leur laisser le temps d'agir par elles-mêmes, de se refuser à sa volonté et d'exécuter autre chose. À table, il saisissait son verre, sa fourchette ou son couteau si vivement qu'on n'avait jamais le temps de prévoir ce qu'il voulait faire avant qu'il ne l'eût accompli. Or, j'eus un soir l'explication de la surprenante maladie de son âme. Il venait passer de temps en temps quelques jours chez moi à la campagne, et ce soir-là, il me paraissait particulièrement agité. Un orage montait dans le ciel, étouffant et noir, après une journée d'atroce chaleur. Aucun souffle d'air ne remuait les feuilles. Une vapeur chaude de four passait sur les visages, faisait halter les poitrines. Je me sentais mal à l'aise, agité, et je voulus gagner mon lit. Quand il me vit me lever pour partir, Jacques Parent me saisit le bras d'un geste effaré. « Oh non, reste encore un peu, » me dit-il. Je le regardai avec surprise en murmurant « C'est que cet orage me secoue les nerfs. » Il gémit, ou plutôt il cria « Et moi donc ? Ah, reste, je te prie, je ne voudrais pas demeurer seul. » Il avait l'air affolé. Je prononçai « Qu'est-ce que tu as ? Perds-tu la tête ?» Et il balbutia « Oui, par moments, dans les soirs comme celui-ci, dans les soirs d'électricité, j'ai peur de moi. Tu ne comprends pas ? C'est que je suis doué d'un pouvoir, non d'une puissance, non d'une force. Enfin, je ne sais pas dire ce que c'est, mais j'ai en moi une action magnétique si extraordinaire que j'ai peur. Oui, j'ai peur de moi, comme je te le disais tout à l'heure. » Et il cachait avec des frissons éperdus ses mains vibrantes sous les revers de sa jaquette. Et moi-même, je me sentis soudain tout tremblant d'une crainte confuse, puissante, horrible. J'avais envie de partir, de me sauver, de ne plus le voir, de ne plus voir son œil errant passer sur moi, puis s'enfuir, tourner autour du plafond, chercher quelque coin sombre de la pièce pour s'y fixer, comme s'il eût voulu cacher aussi son regard redoutable. Je balbutiai. « Tu ne m'avais jamais dit ça ?» Il reprit. « Est-ce que j'en parle à personne ? Tiens, écoute, ce soir, je ne puis me taire, et j'aime mieux que tu saches tout. D'ailleurs, tu pourras me secourir. Le magnétisme,
Sais-tu ce que c'est? Non, personne. Personne ne sait. On le constate pourtant. On le reconnaît. Les médecins eux-mêmes le pratiquent. Un des plus illustres, M. Charcot, le professe. Donc, pas de doute, cela existe. Un homme, un être, a le pouvoir effrayant et incompréhensible d'endormir par la force de sa volonté un autre être, pendant qu'il dort, de lui voler sa pensée comme on volerait une bourse. Il lui vole sa pensée, c'est-à-dire son âme, l'âme, ce sanctuaire, ce secret du moi, l'âme, ce fond de l'homme qu'on croyait impénétrable. L'âme, cet asile des inavouables des idées, de tout ce qu'on cache, de tout ce qu'on aime, de tout ce qu'on veut sceller à tous les humains. Il l'ouvre, la viole, l'étale, la jette au public. N'est-ce pas atroce, criminel, infâme? Pourquoi? Comment cela se fait-il? Le sait-on? Mais que sait-on? Tout est mystère, nous ne communiquons avec les choses que par nos misérables sens, incomplets, infirmes, si faibles, qu'ils ont à peine la puissance de constater ce qui nous entoure. Tout est mystère. Songe à la musique, cet art divin, cet art qui bouleverse l'âme, l'emporte, la grise, l'affole. Qu'est-ce donc? Rien. Tu ne comprends pas? Écoute, deux corps se heurtent, l'air vibre. Ces vibrations sont plus ou moins nombreuses, plus ou moins rapides, plus ou moins fortes selon la nature du choc. Or, nous avons dans l'oreille une petite peau qui reçoit ces vibrations de l'air et les transmet au cerveau sous forme de son. Imagine qu'un verre d'eau se change en vin dans ta bouche. Le tympan accomplit cette incroyable métamorphose, ce surprenant miracle de changer le mouvement en son. Voilà. La musique, cet art complexe et mystérieux, précis comme l'algèbre et vague comme un rêve, cet art fait de mathématiques et de brise, ne vient donc que de la propriété étrange d'une petite peau. Elle n'existerait point, cette peau, que le son non plus n'existerait pas, puisque par lui-même il n'est qu'une vibration. Sans l'oreille, devinerait-on la musique? Non. Eh bien, nous sommes entourés de choses que nous ne soupçonnerons jamais, parce que les organes nous manquent qui nous les révéleraient. Le magnétisme est de celle-là peut-être. Nous ne pouvons que pressentir cette puissance, que tenter en tremblant ce voisinage des esprits, qu'entrevoir ce nouveau secret de la nature parce que nous n'avons point en nous l'instrument révélateur. Quant à moi, je suis doué d'une puissance affreuse. On dirait un autre être enfermé en moi qui veut sans cesse s'échapper, agir malgré moi, qui s'agite, me ronge, m'épuise. Quel est-il? Je ne sais pas. Mais nous sommes deux dans mon pauvre corps, et c'est lui, l'autre, qui est souvent le plus fort. Comme ce soir. Je n'ai qu'à regarder les gens pour les engourdir, comme si je leur avais versé de l'opium. Je n'ai qu'à étendre les mains pour produire des choses terribles. Si tu savais, oui, si tu savais. Mon pouvoir ne s'étend pas seulement sur les hommes, mais aussi sur les animaux et même sur les objets. Cela me torture et m'épouvante. J'ai eu souvent envie de me crever les yeux et de me couper les poignets. Mais je veux que tu saches tout. Tiens, je vais te montrer cela. Non pas sur des créatures humaines, c'est ce qu'on fait partout, mais sur des bêtes. Appelle Mirza. Il marchait à grands pas avec des airs d'halluciné et il sortit ses mains cachées dans sa poitrine. Elles me semblèrent effrayantes, comme s'il eût mis à nu deux épées. Et je lui obéis machinalement, subjugué, vibrant de terreur et dévoré d'une sorte de désir impétueux de voir. J'ouvris la porte et je sifflai ma chienne qui couchait dans le vestibule. J'entendis aussitôt le bruit précipité de ses ongles sur les marches de l'escalier. Et elle apparut, joyeuse, remuant la queue. Puis je lui fis signe de se coucher sur un fauteuil. Elle y sauta, et Jacques se mit à la caresser en la regardant. D'abord, elle sembla inquiète. Elle frissonnait, tournait la tête pour éviter l'œil fixe de l'homme, semblait agitée d'une crainte grandissante. Tout à coup, elle commença à trembler, comme tremblent les chiens. Tout son corps palpitait, secouait de longs frissons, et elle voulut s'enfuir. Mais il posa sa main sur le crâne de l'animal, qui poussa, sous ce toucher, un de ces longs hurlements qu'on entend la nuit dans la campagne. Je me sentais moi-même engourdi, étourdi, ainsi qu'on l'est lorsqu'on monte en barque. Je voyais se pencher les meubles, remuer les murs. Je balbutiais « Assez, Jacques, assez !» Mais il ne m'écoutait plus, il regardait Mirza d'une façon continue, effrayante. Elle fermait les yeux maintenant et laissait tomber sa tête, comme on fait en s'endormant. Il se tourna vers moi. « C'est fait, dit-il. Vois maintenant. » Et jetant son mouchoir de l'autre côté de l'appartement, il cria. « Apporte !» La bête alors se souleva et chancelant, trébuchant, comme si elle eût été aveugle,
Remuant ses pattes comme les paralytiques remuent leurs jambes, elle s'en alla vers le linge qui faisait une tache blanche contre le mur. Elle essaya plusieurs fois de le prendre dans sa gueule, mais elle mordait à côté, comme si elle ne l'eût pas vu. Elle le saisit enfin et revint, de la même allure, ballottée de chien de somnambule. C'était une chose terrifiante à voir. Il commanda « Couche-toi ». Elle se coucha. Alors, lui touchant le front, il dit « Un lièvre, pille, pille ». Et la bête, toujours sur le flanc, essaya de courir, s'agita comme font les chiens qui rêvent et poussa, sans ouvrir la gueule, des petits aboiements étranges, des aboiements de ventriloque. Jacques semblait devenu fou. La sueur coulait de son front. Il cria « Mords-le, mords ton maître !» Elle eut 2 ou 3 soubresauts terribles. On eût juré qu'elle résistait, qu'elle luttait. Il répéta « Mords-le !» Alors se levant, ma chienne s'en vint vers moi, et moi je reculai vers la muraille, frémissant d'épouvante, le pied levé pour la frapper, pour la repousser. Mais Jacques ordonna « Ici, tout de suite !» Elle se retourna vers lui. Alors de ses 2 grandes mains, il se mit à lui frotter la tête, comme s'il l'eût débarrassé de liens invisibles. Mirza rouvrit les yeux. « C'est fini, dit-il. » Je n'osais point la toucher, et je poussai la porte pour qu'elle s'en allât. Elle partit lentement, tremblante, épuisée, et j'entendis de nouveau ses griffes frapper les marches. Mais Jacques revint vers moi. « Ce n'est pas tout, ce qui m'effraie le plus, c'est ceci, tiens, les objets m'obéissent. » Il y avait sur ma table une sorte de couteau-poignard dont je me servais pour couper les feuillets des livres. Il allongea sa main vers lui. Elle semblait ramper, s'approcher lentement, et tout d'un coup je vis le couteau lui-même tressaillir. Puis il remua, puis il glissa doucement, tout seul, sur le bord vers la main arrêtée qui l'attendait, et il vint se placer sous ses doigts. Je me mis à crier de terreur, j'ai cru que je devenais fou moi-même, mais le son aigu de ma voix me calma soudain. Jacques reprit. « Tous les objets viennent ainsi vers moi. C'est pour cela que je cache mes mains. Qu'est-ce cela? Du magnétisme, de l'électricité, de l'aimant? Je ne sais pas, mais c'est horrible. Et comprends-tu pourquoi c'est horrible? Quand je suis seul, aussitôt que je suis seul, je ne puis m'empêcher d'attirer tout ce qui m'entoure. Je passe des jours entiers à changer des choses de place, ne me lassant jamais d'essayer ce pouvoir abominable, comme pour voir s'il ne m'a pas quitté. » Il avait enfoui ses grandes mains dans ses poches et il regardait dans la nuit. Un petit bruit, un frémissement léger semblait passer dans les arbres. C'était la pluie qui commençait à tomber. Je murmurai « C'est effrayant ». Et il répéta « C'est horrible ». Une rumeur accourut dans ce feuillage comme un coup de vent. C'était l'averse, l'onde épaisse, torrentielle. Jacques se mit à respirer par grands souffles qui soulevaient sa poitrine. « Laisse-moi, dit-il. La pluie va me calmer. Je désire être seul à présent. » Et voilà pour cette petite nouvelle. Quelques commentaires avant de vous laisser filer. En quoi ce récit est glaçant? Tout simplement parce que le personnage de Jacques Parent explique toute sa situation au narrateur pour qu'un jour il puisse le sauver. C'est pour ça qu'on a un long passage descriptif, etc., pour expliquer les pouvoirs de ce dernier. Et hors des débuts du texte, on découvre l'annonce de sa mort. Donc le sentiment, le sort de malaise que ressent le narrateur, ça peut être à la fois de la peur, évidemment, pour les pouvoirs de ce personnage, même s'il est désormais mort, et peut-être aussi une forme de culpabilité de ne pas avoir réussi à sauver ce pauvre homme qui apparemment était soit sujet à de la folie, soit sujet à une puissance supérieure qui habitait son corps. Le titre même de la nouvelle pose la question qui va dominer le texte. Est-ce que le personnage de Jacques est vraiment fou? En tout cas, sa folie semble presque communicante à la fin de l'extrait, vous l'avez remarqué. Le narrateur, il vient presque à en douter de ce qu'il perçoit, de ce qu'il voit. Il y a de nombreux moments où sa vision se trouble, où il n'est plus vraiment sûr de ce qu'il est capable d'observer. Donc, on ne sait pas vraiment si on a basculé du côté du fantastique ou si on est resté dans le réel. Il y a un problème, en tout cas, avec la vision des personnages, avec la folie qui s'empare d'eux. Le physique de Jacques aussi est la première chose qui attire un petit peu l'attention du lecteur et aussi du narrateur. Ça nous intrigue beaucoup. Maupassant fait un personnage qui est vraiment très grand, très osseux, imposant. En fait, on dirait presque qu'il est à la fois dévoré par son pouvoir, qu'il est tout réduit, tout rabougri, et en même temps, vu que c'est un pouvoir qui est vraiment immense, ça l'étire, ça le grandit presque. Donc on a vraiment un corps un petit peu antithétique qui allie une grande fragilité et une grande puissance quand même. C'est pour ça qu'il inquiète les personnages qui le connaissent. Et du reste, on découvre bel et bien 2 personnages au sein de Jacques. Donc cela se perçoit notamment à travers sa manière de s'exprimer.
Les paroles du Jacques craintif au début de l'extrait sont vraiment courtes, il y a beaucoup de points en fait, c'est des phrases qui sont très compactées. Et au contraire, plus on avance dans le texte, plus il explique en fait ce qu'il ressent quand il fait du magnétisme et ce qu'il fait avec ce pouvoir. Plus les phrases sont étendues, ils sont moins hachés, même si on a des virgules, ça fait des plus gros morceaux. Et d'ailleurs, on a beaucoup de virgules justement pour ajouter des petits morceaux d'explication en fait. Comme si les personnages avaient du mal à faire comprendre à leur interlocuteur ce qu'ils ressentaient et ce qu'ils voulaient leur faire comprendre. Et aussi, elles sont beaucoup plus exclamatives à la fin du récit. On a vraiment un emportement, en fait, presque de la colère ou du pouvoir, du moins, et le personnage de Jacques Parent qui est emporté par son récit et par ce qu'il est en train de montrer au narrateur. Et c'est à peu près tout pour cette nouvelle, ou du moins pour ce que je voulais vous en dire. Juste avant de vous laisser, je suis en train de préparer en fait une petite vidéo pour vous présenter des films qui pourraient être sympas en fait à regarder pendant cette période où on est encore un petit peu confiné. Donc ça c'est du travail qui est vraiment optionnel, mais voilà, si vous avez envie de découvrir quelque chose, je pense que je vais vous choisir 5 films. Je mettrai des bandes annonces et je vous ferai un petit pitch dessus pour vous donner peut-être envie de le regarder et pour que vous puissiez découvrir de nouvelles choses. Parce que, encore une fois, il n'y a pas que Netflix dans la vie, il y a bien d'autres choses. Et du reste, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions sur le vocabulaire ou si même vous avez remarqué des choses dans le texte qui vous semblent intéressantes à étudier, je suis toujours très curieux. Vous mettez tout ça dans les commentaires. Et oui, je parle comme les youtubeurs trop cool en pointant les commentaires avec mes doigts. Bref. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée si vous regardez ça le soir, et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!